Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons traiter de l'aspect échographique des pneumopathies, des syndromes interstitiels et des pleurésies. Donc voici les 7 grands principes de l'échographie pleuropulmonaire. Donc le premier principe, c'est qu'un appareil non sophistiqué est parfaitement adapté pour l'étude du poumon. Le deuxième, comme on l'a vu dans la vidéo d'introduction, c'est que le thorax est une région où air et eau se mêlent en cas de pathologie, et donc c'est ce changement d'impédance au sein du parenchyme pulmonaire qui va permettre la visualisation indirecte du poumon via des artefacts et leurs interprétations. Le troisième principe, c'est que la sémiologie pleuropulmonaire est part de la ligne pleurale et on a bien vu qu'on recherche en premier dans le Blue Protocol le glissement pleural et c'est la seule chose qu'on voit physiologiquement directement, c'est le glissement pleural. La quatrième chose, c'est que effectivement cette analyse elle est centrée sur l'analyse d'artefacts et que de manière physiologique on ne voit pas directement le poumon. Il y a une exception à la règle qu'on va voir dans cette vidéo. Le cinquième principe, c'est que c'est une sémiologie qui est dynamique. Le sixième, et c'est pour ça que je voulais souligner, et c'est ça qui va nous intéresser ici, c'est qu'en fait, presque tous les désordres thoraciques aigus ont un contact avec la paroi, et donc toutes les pathologies pulmonaires se verront en échographie pulmonaire via les artefacts. Et le septième principe, c'est que le poumon est un organe volumineux. On définit, comme on l'a vu en vidéo d'introduction, des cadrans, 6 cadrans dans 3 zones, une antérieure, une latérale et une postérieure. Donc tout d'abord, on va définir ce qu'est le profil A. Donc le profil A, c'est la visualisation de lignes A isolées lors du balayage échographique dans les 4 cadrans des deux zones 1 et 2. Donc je vous ai remis le schéma ici, la zone 1 et la zone 2, donc dans la zone antérieure et la zone latérale des deux hémithorax. On avait dit dans la vidéo d'introduction que chacune de ces deux zones était séparée en deux cadrans supérieurs et inférieurs. Donc pour le moment et à ce stade-là, si on n'a que des lignes A isolées dans ces 4 cadrans, on parle de profil A et on dit qu'il n'y a pas de pneumopathie dans ces deux zones d'exploration. Ce profil A se voit en cas de poumon sain, en cas de pneumothorax, même si comme on l'a vu dans la vidéo dédiée au pneumothorax, ce ne sont pas de vraies lignes A, mais des lignes A', car les ondes d'écho ne vont pas jusqu'à la ligne pleurale viscérale, mais enfin peu importe, car ça a exactement les mêmes caractéristiques que les lignes A en mode échographique B, et donc on va dire que pour le pneumothorax, on a un profil A. Et enfin, on verra prochainement que ce profil A se voit également en cas d'embolie pulmonaire, de crise d'asthme ou d'exacerbation de BPCO. Je vous ai remis ce schéma pour vous rappeler qu'en cas de présence de liquide, comme dans le syndrome interstitiel comme à gauche et dans le cas notamment de l'OAP, ou alors en cas de liquide d'origine alvéolaire comme dans le syndrome alvéolaire, on aura un artefact en ligne B comme on l'a vu dans la vidéo d'introduction. Donc voici pour rappel à quoi ressemblent ces lignes B. Donc leurs caractéristiques, comme on l'a déjà vu, c'est qu'elles naissent de la ligne pleurale, elles disparaissent et apparaissent avec le mouvement du glissement pleural, elles s'étendent à l'infini vers le bord de l'écran, elles effacent les lignes A, donc là on n'a pas de ligne A, et elles sont pathologiques en cas de présence d'au moins 3 de ces lignes par champ d'exploration. Donc là on est largement à plus de 3. Donc on va maintenant définir ce qu'est un profil AB. Donc le profil AB, c'est lorsque l'on n'a que des lignes A isolées dans les 4 cadrans d'exploration d'un seul poumon, et lorsque l'on a au moins un des 4 cadrans du poumon contralatéral qui est pathologique, donc avec au moins 3 lignes B. En présence d'un profil AB et d'un contexte clinique de dyspnée, on évoquera alors le diagnostic de pneumopathie. Je vous ai mis ici ce qu'on est censé voir en échographie dans au moins un des 4 cadrans d'un côté. Donc il existe également un profil C, donc le C c'est pour consolidation. Je vous avais dit au tout début des vidéos que en temps normal le poumon il n'est pas explorable par les ondes d'écho puisque le poumon est normalement rempli d'air et donc l'air ne conduit pas les ondes d'écho et donc on visualise le poumon de manière indirecte via des artefacts que sont les lignes A et les lignes B. Le cas de la consolidation il est unique parce que c'est la seule fois où on verra directement le parenchyme pulmonaire. Et on verra ce parenchyme pulmonaire grâce à deux mécanismes. Le premier, c'est l'obstruction. Donc, soit il y a une obstruction de grosses bronches, et donc, en fonction des mouvements respiratoires, l'air qui était dans les alvéoles va s'échapper progressivement. Le bouchon de mucus va faire une valve unidirectionnelle, et donc le poumon, au final, il va se finir complètement ratatiné. Il ne contiendra plus d'air, il n'y aura plus que du tissu. Et donc, à ce moment-là, les ondes d'écho vont pouvoir passer au travers du parenchyme pulmonaire, et on va pouvoir visualiser ce parenchyme pulmonaire.
Et le deuxième mécanisme à l'origine de ces consolidations, c'est un mécanisme par compression. Donc s'il y a du liquide pleural qui est en très grande abondance, il va également comprimer les lobes pulmonaires et essentiellement les lobes inférieurs, et il va chasser l'air du poumon et permettre aux ondes d'écho de traverser ce parenchyme pulmonaire. On peut également voir du coup ce phénomène de consolidation dans les atélectasies par exemple. Donc on parle également d'hépatisation du parenchyme pulmonaire, parce qu'on a l'impression de voir un foie échographiquement. Donc là c'est une image de simulateur que je vous ai mis. Donc on a ici le parenchyme qui est visible du fait de la consolidation, avec des petits foyers hyperéchogènes en son sein, qui sont en fait ce qu'on appelle les bronchogrammes aériques. En fait, c'est lié au fait qu'il reste quelques bulles d'air qui sont piégées dans certaines alvéoles, et la différence d'impédance des ondes entre le parenchyme qui est compacté, donc la zone tissulaire, et ces petites bulles d'air va créer ces zones hyperéchogènes qu'on appelle les bronchogrammes aériques. Ici, on voit le diaphragme qui bouge avec les mouvements respiratoires et qui vient se cacher derrière le cône d'onde postérieur. Et derrière, on devine le foie. Donc voici deux images statiques de consolidation. Vous pouvez observer la présence d'un bronchogramme aérique sur l'image de gauche ainsi que sur l'image de droite. Donc ce sont des petites zones hyperéchogènes et qui traduisent la présence de bulles d'air qui sont trappées dans le parenchyme qui n'est plus aéré. On peut également parfois observer des bronchogrammes liquidiens, donc qui résultent du fait qu'il y a du liquide qui est trappé dans des petites bronches et qui sont visibles du fait de la propagation des ondes d'échographie au sein du parenchyme pulmonaire qui est devenu échogène du fait de la perte d'aération. Le liquide en échographie, il est anéchogène, donc il est noir. Donc un autre signe échographique visible en cas de consolidation pulmonaire, il s'agit du shred sign en anglais, également appelé signe de la fractale ou signe de la scie en français. Ce signe correspond à une ligne hyperéchogène qui est déchiquetée, découpée, et qui est située à la jonction entre le parenchyme consolidé et pathologique situé au-dessus sur cette image, et le parenchyme aéré et sain situé en dessous et qu'on ne visualise pas. Cette ligne hyperéchogène résulte du fait du changement d'impédance des ondes entre le parenchyme pathologique et le parenchyme pulmonaire qui est sain et aéré en dessous. Donc pour résumer, le profil C, c'est le constat d'une consolidation dans un des lobes pulmonaires. Donc voici un exemple typique de consolidation sur une image dynamique. Donc on aperçoit ici la consolidation avec le parenchyme qui n'est plus aéré, qu'on voit directement, des bronchogrammes aériques en son sein qui sont des îlots hyperéchogènes, et tout autour le signe de la fractale avec cette ligne hyperéchogène déchiquetée. Donc on va maintenant parler du profil B qui correspond au syndrome interstitiel échographique. Donc ce syndrome interstitiel, il a une définition donnée par Volpicelli. Donc la définition, c'est au moins 3 lignes B, donc des lignes de manière pathologique, dans au moins 2 des 4 cadrans antérieurs, et ce de manière bilatérale. Donc ça veut dire qu'on balaye les zones 1 et 2 de chaque hémithorax, et sur ces 4 cadrans, de chaque côté, on doit avoir au moins 2 cadrans atteints. Donc le profil B, la plupart du temps, il correspond à un OAP, c'est ce qu'il faut que vous reteniez. Mais gardez dans un coin de la tête que ça peut également correspondre de manière plus exceptionnelle à un SDRA, une sarcoïdose ou une fibrose. Je vous avais dit que ces lignes B, elles étaient créées du fait d'un changement d'impédance entre la ligne pleurale et le poumon, où en son sein on peut avoir soit un syndrome interstitiel liquidien, c'est le cas de l'OAP, soit un syndrome alvéolaire. Mais en fait, tout changement d'impédance, même au sein du parenchyme pulmonaire, peut entraîner l'apparition de ligne B, et c'est pour ça que les fibroses peuvent également donner un profil B. Ce qui peut également se produire, c'est une pneumopathie bilatérale, donc c'est le cas du Covid, de la pneumocystose, de la légionellose et des pneumopathies à germe atypique. Ce qu'il est important de noter dans le cas de l'OAP, c'est que les lignes B, elles apparaissent à l'échographie avant l'apparition des signes cliniques et qu'elles disparaissent également en temps réel avec le traitement de l'OAP. On va maintenant parler de l'aspect échographique de la pleurésie. Donc le liquide, contrairement à l'air, permet la transmission des ondes d'échographie. Et ce liquide, en échographie, il est anéchogène, donc il est noir. Donc c'est ce qu'on voit juste ici. On peut noter également de part et d'autre des cônes d'onde postérieures en arrière de la côte inférieure et de la côte supérieure. On a ici le foie avec le diaphragme qui est la ligne hyperéchogène au-dessus. Et on a dit tout à l'heure qu'on pouvait également voir des consolidations du fait d'un mécanisme de compression extrinsèque par du liquide. Et donc là, c'est le cas. Le liquide exerçant une pression sur le parenchyme pulmonaire
eh bien ce dernier se vide de l'air et donc permet la transmission des ondes d'écho. Donc sur cette image, on visualise directement l'épanchement liquidien et le poumon avec la consolidation. Notez au sein de cette consolidation la présence d'un bronchogramme liquidien situé ici. Et donc l'aspect échographique de la pleurésie, c'est ce qu'on appelle le signe du dièse, parce qu'avec l'aspect des deux cônes d'onde postérieurs et l'épanchement liquidien, on voit un dièse comme sur l'image de droite. Donc voici à quoi ressemble un épanchement pleural liquidien en imagerie dynamique. Donc l'image de gauche est issue d'un simulateur d'échographie pulmonaire, et l'image de droite est issue d'un enregistrement effectué sur un vrai patient. Ces deux images ont été effectuées au même endroit en suivi diaphragmatique immédiat du côté droit. Donc ici on a le foie, une ligne hyperéchogène donc blanche qui correspond au diaphragme et qui bouge avec les mouvements respiratoires. On voit tout autour ici quelque chose d'anéchogène et donc de noir, c'est l'épanchement pleural. Et enfin la consolidation du lobe inférieur droit par compression extrinsèque. Vous pouvez également noter sur l'image de droite la présence d'un bronchogramme aérique diffus au sein de la consolidation. Enfin, on peut noter la présence d'une petite languette pulmonaire qui flotte dans le liquide. Ce signe s'appelle le signe de la queue de renard. Si on effectuait la même coupe en transversale, on aurait l'impression de voir une tête de renard avec les oreilles qui flottent, et ce signe s'appelle les signes des oreilles de Fox. L'épanchement pleural est également visible en mode TM par le signe de la sinusoïde. En effet, lorsque l'on effectue un tir TM en cas d'épanchement liquidien, on va observer une courbe sinusoïdale résultant du rapprochement de la plèvre viscérale qui chasse l'épanchement liquidien lors de l'inspiration, ici, puis de l'éloignement de cette plèvre lors de l'expiration avec interposition concomitante de liquide, comme ici. Il est également possible d'observer en échographie les épanchements cloisonnés. Donc l'épanchement dans ce cas reste liquidien et donc anéchogène sur l'échographie, comme on peut voir ici sur cette image dynamique, et les cloisons sont hyperéchogènes, ce qui est également visible sur l'image de gauche. A noter ici également une consolidation. Donc pour conclure cette vidéo, on peut conclure à la présence d'une pneumopathie si on a un profil AB, donc un poumon avec que des lignes A isolées, et sur le poumon contralatéral au moins un cadran avec des lignes B en ondes pathologiques. On peut conclure à la présence d'une pneumopathie si on a un profil C, donc une ou plusieurs consolidations et éventuellement une pleurésie associée. Et on peut également conclure à une pneumopathie si on a un profil B et un contexte clinique évocateur, une hyperthermie, de la toux, sachant que par argument de fréquence, je vous ai dit que le profil B en général c'est plutôt un OAP. Donc ce qui est surtout important, pour rappel, on est dans le cas d'une échographie clinique, et donc c'est l'association de l'échographie avec la clinique et le contexte. Merci de votre attention.